BFM Business, BFM Crypto, le club. Et Grégory Raymond qui nous accompagne chaque jeudi, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Ravi de vous retrouver. Rémi Bourgeot aussi nous accompagne. Bonjour Rémi. Économiste et chercheur associé Rémi Bourgeot à l'IRIS. On évoquera dans un instant la géopolitique des cryptos et à nouveau les devises numériques de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale. Juste avant quand même Grégory, on se doit de revenir sur l'événement de la semaine pour l'écosystème crypto. Ça y est, le Graal a été décerné, le premier agrément PSAN. Ça faisait des mois et des trimestres qu'on se demandait qui l'obtiendrait. Et on se disait d'ailleurs, celui qui l'obtiendra en premier, ça lui fera un argument marketing incroyable pour se développer. Eh bien ce Graal donc a été décerné à une filiale bancaire. Eh oui, c'est une banque, la filiale de Société Générale, Forge, qui l'obtient. Oui, c'est pas très étonnant, parce qu'ils ont une licence bancaire. Quand on a une licence bancaire, avoir l'agrément PSAN, je pense pas que ce soit le plus compliqué. Mais le message envoyé, je trouve que c'est le bon parce que c'est un très bel acteur. C'est un acteur reconnu internationalement. C'est un acteur qui va rassurer aussi. Donc, bravo à leurs équipes, parce que c'est eux qui vont un peu essuyer les plâtres sur cet agrément. Moi maintenant je suis très curieux de voir qui va être le prochain projet à l'avoir. On sait que c'est très difficile, notamment parce qu'il faut des garanties en fonds propres très importantes. Donc bon, Société Générale, pour eux, on se fait pas trop de soucis. Mais voilà, pour des petits projets, pour des petites startups, ça va être peut-être que la marge va être un peu haute. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. On se dit que puisqu'une banque a décroché cet agrément, d'autres banques pourraient le décrocher aussi, puisqu'il n'y a pas que Société Générale qui a mis un pied dans l'écosystème du Crédit Agricole. Il y a Delubac aussi, Banque Delubac, il y a KCIS qui est une filiale du Crédit Agricole. Donc on peut légitimement penser que ces deux structures suivront prochainement avec un agrément. Oui. Juste en un mot, que fait Forge ? À quoi sert Forge ? Forge, en fait, ils sont spécialisés surtout dans la tokenisation d'actifs. Ils ont émis des obligations récemment sur la blockchain Ethereum. Ils travaillent aussi avec des protocoles de finances décentralisés comme MakerDAO, donc ils expérimentent beaucoup, mais c'est plutôt pour les institutionnels. Et récemment, ils ont aussi présenté leur stablecoin, Convertible, encore une fois, réservé aux institutionnels. Et alors on regardait hier la réaction de la communauté ou d'une partie de la communauté crypto au fait que Forge ait donc remporté ce premier agrément PSAN, beaucoup sur les réseaux. Alors après ce sont peut-être les plus actifs, les plus activistes peut-être même qui agitent les réseaux, mais beaucoup disent c'est une banque. Et donc une banque rafle la mise aux purs acteurs crypto. Certains évoquent même un grand remplacement des purs acteurs crypto avec cet agrément PSAN décerné à une banque par la finance traditionnelle. Moi je le vois plutôt dans l'autre sens. Je trouve que la Société Générale Forge a compris qu'il y avait une nouvelle économie, qu'il fallait qu'elle se bouge, parce que sinon elle pouvait être potentiellement remplacée à très long terme, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, ils ont beaucoup investi dedans. Et donc moi je le vois plutôt dans l'autre sens. Ouais. Bon. Et c'est donc le niveau d'exigence le plus élevé en Europe, cet agrément PSAN. Voilà, c'est ça. Et donc il va permettre d'exercer partout en Europe dans des conditions optimales. Et on rappellera que personne ne l'a. Et que ce soit en France ou en Europe, donc à part Société Générale Forge. Donc bravo à eux. Effectivement, il faut saluer cet exploit. Et d'autres suivront, bien évidemment. D'autres agréments, sans doute, évidemment, même à venir. Et on suivra tout ça. Vous suivrez tout ça aussi avec The Big Whale. Et d'ailleurs, signe des temps, signe effectivement que les entreprises traditionnelles s'intéressent de plus en plus au Web3 et veulent l'intégrer dans leurs arguments et leurs forces de développement. Edenred, c'est une info que vous avez sortie cette semaine. Edenred teste une version crypto de son ticket restaurant. Oui, c'est un projet qui est assez intéressant à observer, je trouve, parce que en fait, le ticket restaurant, donc le paiement fléché, en fait, quand on étudie les stablecoins, les smart contracts, on se dit que peut y avoir vraiment beaucoup à gagner à créer des versions blockchain crypto de ces services-là. Donc en gros, là, pour vous présenter ce qui s'est passé, donc c'est Edenred qui expérimente une version crypto de son ticket resto. Ça veut dire qu'en fait, le ticket restaurant fonctionne sur la blockchain Ethereum et voire même sur son layer 2 Arbitrum. Donc ils sont allés quand même assez loin dans l'expérimentation. Il y a une cinquantaine de salariés qui l'ont testé dans les commerces aux alentours du siège et ils sont plutôt contents de l'expérience. Et on peut se demander pourquoi en fait pourquoi ils se sont lancés dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des tickets de restaurant dématérialisés. Donc. Et ça marche très bien. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que les tickets restaurants fonctionnent avec des infrastructures de paiement assez archaïques. C'est assez difficile de développer des nouveaux services dessus, d'être innovant. Ça prend du temps. On est probablement sur des langages de programmation assez rudimentaires. Et en fait, quand développer des smart contracts, ça se fait assez vite, c'est juste il y a juste un peu de code et donc on permet de créer des produits vraiment sur mesure
sans passer par des infrastructures vraiment très rigides, hein, comme on peut retrouver. Mais aussi, ça permet, ça vous surprendra pas, de se passer de Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Donc il y a des économies d'échelle quand même à la clé. Hein. C'est ça. Pour Edenred, on comprend l'intérêt pour l'utilisateur final. Ça va changer quelque chose ou pas, le fait que ce soit sur une blockchain non, en fait, le but, c'est que ça change rien et que ce soit invisible. Hein. Oui. La blockchain est suffisamment compliquée. Le plus gros défi, c'est d'arriver à masquer en fait ce qu'il y a, quoi. C'est quoi le bilan de cette expérimentation du coup? Ça a marché? Ils sont contents? Alors, ils sont contents, mais il y a forcément des limites. La blockchain, c'est pas encore une technologie qui permet de faire 10 millions de transactions à la seconde. Et donc, en fait, là, ils se sont aperçus que il y avait des frais qui étaient encore trop élevés, hein, par rapport au paiement carte, et le temps d'exécution était aussi plus lent. Donc c'est pas top. Il va falloir que les technologies évoluent un peu. Donc moi, quand je leur ai posé la question, il m'a dit voilà, on est très confiant dans le fait que la scalabilité des blockchains, donc la rapidité, le nombre de transactions qu'elles peuvent traiter, voilà, on est confiant dans le fait que ça va s'améliorer. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra voir vraiment un ticket restaurant crypto disponible chez tout le monde. C'est fou, les temps changent quand même. Alors depuis 3 semaines, Edenred est un groupe du CAC 40, puisqu'Edenred a intégré le CAC 40, voilà. Et par ailleurs, vous nous annoncez donc qu'Edenred se lance dans la blockchain en testant, en expérimentant donc des tickets restaurants sur Ethereum. Incroyable. Et vous pensez quoi de cette démarche? Moi, je trouve qu'ils ont une très très bonne approche. Ils ont vraiment essayé en plus sur des bons protocoles. On avait vu des choses sur des blockchains privées récemment, mais là, voilà, ils sont dans un environnement totalement ouvert. Ils veulent s'intégrer à une communauté plus large, hein, et c'est pas impossible même qu'ils lancent pourquoi pas un stablecoin un jour. Bon. Toutes les options sont sur la table, mais je crois qu'ils ont, en tout cas ce que je ressens, c'est qu'ils ont vraiment compris l'avantage de cette technologie. Bon, dans un instant, on parlera aussi d'ETHCC, cette grande conférence autour d'Ethereum qui a eu lieu à Paris. Il y a toujours lieu en ce moment même, c'est la fin, là, vous pouvez voir mes cernes. Hein, mais... Et la voix aussi, on sent la voix un peu... on sent que vous avez pris cher, Grégory. Non, mais c'est intéressant. Et vous avez croisé Vitalik Buterin, le fondateur, le créateur, l'inventeur d'Ethereum. Vous allez nous dire comment vous sentez le personnage, et puis on parlera aussi de ce qui vous a le plus marqué et ce qui vous marque à l'occasion de cette conférence qui continue d'inscrire vraiment Paris au centre du paysage crypto mondial. Ça, oui, tout à fait. C'est vraiment très très fort. On va continuer aussi de parler des développements de cet écosystème à travers les devises numériques de Banque Centrale. Rémi Bourgeot est donc avec nous, économiste et chercheur associé à l'IRIS. On parlait des grandes entreprises institutionnelles qui s'intéressent au Web3, mais il se trouve que les banques centrales s'intéressent aussi à ces technologies pour développer leurs devises numériques, au point que la Banque des règlements internationaux a communiqué sur la proportion de banques centrales amenées à développer leurs propres devises numériques. Et il se trouve que 93% des banques centrales interrogées par la BRI s'intéressent à ces devises numériques à l'horizon 2030. D'après la BRI, une quinzaine de monnaies numériques de banques centrales à destination des particuliers auront vu le jour et fonctionneront. Comment est-ce que vous voyez les choses? Un engouement croissant des banques centrales dans le monde. Est-ce qu'elles cherchent, Rémi, vraiment à mettre des futures monnaies numériques dans les mains des citoyens, ou il s'agit plutôt d'une réforme technique du système interbancaire? Alors, les banques centrales se sentent vraiment poussées à avancer. Elles sont quasiment toutes intéressées. Elles mènent effectivement certaines recherches. Elles affichent un certain intérêt. Pour autant, elles sont très prudentes. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle maintenant. On a effectivement des options assez différentes, que ce soit des monnaies de banque centrale qui soient accessibles directement aux citoyens ou qui soient plutôt réservés aux institutions bancaires. On voit aussi une succession de polémiques qui sont plus ou moins avancées par le secteur bancaire sur la question de la vie privée, de l'anonymat aussi, des questions légitimes évidemment de ce point de vue-là. Donc le débat est quand même assez brouillé, mais effectivement on voit cet engouement. Toutes les grandes banques centrales avancent pas à pas. Certaines mènent des expérimentations, c'est le cas de plus petits pays, dans les pays émergents notamment. La Chine a une grande expérimentation, la Suisse, la Banque de France aussi ont mené des expérimentations de transactions transfrontalières également. Donc on a vraiment toutes sortes de projets qui se développent. Pour autant, on ne voit pas vraiment les banques centrales, en tout cas dans les pays développés, se lancer vraiment dans une grande refonte vraiment de la monnaie, du système monétaire,
en refondant le lien entre les citoyens et les banques centrales. Donc l'idée d'une devise de banque centrale qui serait directement accessible aux citoyens sans limite, ce serait vraiment une révolution monétaire, c'est-à-dire en contournant les banques commerciales. Et évidemment, ça inquiète les banques commerciales. Donc le consensus aujourd'hui chez les banquiers centraux, c'est de dire oui, c'est très bien, ces monnaies numériques de banque centrale, on avance d'une façon ou d'une autre, mais sans remettre en cause le secteur bancaire. Et donc en imaginant directement des limites, typiquement de quelques milliers d'euros, par exemple, dans la zone euro en termes de détention de cet actif. Oui, on va essayer pour l'instant et à ce stade, en tout cas dans un premier temps, de ménager le secteur bancaire, effectivement. Donc on n'irait pas vers, en tout cas dans les grands pays développés, des devises numériques qu'on mettrait comme ça à gogo et sans limite dans les mains des citoyens. On irait plutôt vers une réforme essentiellement technique, peut-être une phase de test, d'expérimentation avant un futur que chacun ignore. Il y a quand même ces polémiques aussi qui demeurent sur la vie privée. Comment est-ce que vous les abordez? Vous disiez, voilà, les banques mettent en avant ces risques justement liés à la vie privée, mais c'est une façon pour le secteur bancaire de ralentir le développement de ces devises numériques de banque centrale. Mais est-ce que vous les jugez malgré tout sensées et légitimes, ces craintes? Alors, on a des inquiétudes légitimes. Ça dépend aussi à quoi on compare ces nouvelles devises numériques, évidemment, par rapport à l'argent liquide. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment, en tout cas dans les grandes économies, un niveau d'anonymat comparable. C'est possible techniquement, mais ce n'est pas vraiment la direction que prennent les banques centrales. On s'oriente plutôt vers un système d'identification. C'est plus pratique et ça correspond plus aux objectifs des banques centrales, même si l'anonymat serait possible. Donc, si on compare ça à l'argent liquide, effectivement, on sera très loin des mêmes critères d'anonymat. Et si on compare ça aux comptes bancaires auprès des banques commerciales, là, il n'y a pas vraiment de différence puisqu'on n'a pas non plus d'anonymat et on voit de toute façon une digitalisation des paiements dans tous les cas, une réduction de la part de l'argent liquide. Donc ça dépend vraiment comment on situe le débat. On n'a pas seulement des questions d'intérêt, mais aussi de courant philosophique ou idéologique. Mais bon, voilà, on s'oriente plutôt vers un anonymat qui serait beaucoup moins fort que celui de l'argent liquide a priori dans la quasi-totalité des projets. Oui, donc la question repose sur un enjeu véritable qui continuera de se poser. Et vous nous disiez, bon, dans les pays développés, a priori, on essaiera pour le coup de construire avec des limites ces monnaies numériques de banque centrale, en tout cas dans un premier temps. Est-ce qu'au contraire, les pays émergents pourraient y aller beaucoup plus directement, franchement, massivement et finalement aller vers une refonte de leur système monétaire sur la base de ces devises numériques de banque centrale? D'après vous, Rémi? Ouais, alors c'est vrai que la situation est assez différente pour les pays émergents et vraiment les pays en développement, notamment ceux qui ont un faible taux de bancarisation, où une grande partie de la population n'a pas accès à des comptes bancaires, à des cartes de crédit notamment. Et là, il s'agit de mettre en place un outil qui est d'une certaine façon assez simple et de le mettre à disposition de la quasi-totalité de la population par des technologies qui peuvent être très facile à mettre en œuvre. On voit par ailleurs un engouement particulier dans les pays émergents, là plus grand et plus avancé, sur un plan plus géopolitique pour s'émanciper des grands systèmes de paiement. On voit la Russie, la Chine qui sont assez actifs sur ce plan-là. Ça rejoint les grandes questions sur les sanctions. Donc on a aussi effectivement un discours, une sorte de plan de travail sur l'autonomie de l'infrastructure de paiement de ces pays vis-à-vis de l'Occident sur la question des sanctions, mais plus généralement vraiment, comme on le disait précédemment, pour les pays davantage à un degré plus précoce, enfin moins précoce plutôt de développement. Là, il y a vraiment une question de bancarisation. Et on pourrait voir ces pays finalement avancer beaucoup plus vite sur ces projets plus ambitieux de mise à disposition vraiment auprès des populations, avec un lien direct entre les agents économiques, les citoyens et les banques centrales. Merci Rémi. Rémi Bourgeot nous accompagnait depuis l'IRIS en direct donc sur ces devises numériques de banque centrale. Est-ce que ces devises numériques pourraient changer au système monétaire ?
Grégory Raymond toujours avec nous pour The Big Whale, et on le disait, Paris qui continue de s'inscrire comme la capitale mondiale des cryptos, faut pas s'enflammer. Incontestablement, Guillaume. Oui, vraiment. Non, oui, vraiment. C'est un très bel événement et donc qui se déroule en ce moment. Et on parle avec beaucoup d'entrepreneurs étrangers, hein, donc qui sont déplacés à Paris pour l'occasion. C'est même eux qui le disent. Hein. Il faut dire que c'est remarquablement organisé. C'était la 6e édition de Let's Ici, donc il y a une certaine expérience dans le fait d'accueillir cette population qui est particulière, hein, parce que c'est des développeurs qui viennent. Effectivement, Let's Ici, donc cette conférence qui a lieu en ce moment au Palais Brognard et qui dure depuis maintenant. Non, c'est pas au Palais Brognard. C'est à la maison de la Mutualité. Je confondais avec BFM Patrimoine l'événement qui aura lieu le 21 novembre. Évidemment, tout le monde a cet événement à l'esprit. Et effectivement, Let's Ici, c'est à la maison de la Mutualité. On est en plein 5e arrondissement. D'ailleurs, ça doit leur faire bizarre au 5e arrondissement. Ah oui. Assez la communauté crypto, intéressant. Oui. Donc cet événement auquel vous avez assisté, intéressant. Vous avez croisé Vitalik Buterin, le patron, fondateur, créateur, inventeur d'Ethereum. C'est le co-inventeur d'Ethereum, mais c'est la figure publique la plus connue, qui est derrière Ethereum. Et donc, il vient à la plupart des ZCC. Donc, il était là l'année dernière, il est là aussi. Il a fait son petit speech d'1 heure quand même sur l'account abstraction. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais en gros, c'est des nouvelles solutions sur Ethereum qui permettent de rendre beaucoup plus simple d'accès l'usage d'un wallet crypto. Et donc voilà, il s'est exprimé, mais que sur des thèmes très techniques. Faut savoir qu'il ne parle pas trop souvent à la presse. Parce qu'en fait, il ne veut pas que son rôle soit pris trop au sérieux par rapport à la communauté. Il ne faut pas qu'on le voit comme le chef d'Ethereum. Il essaye de se faire de plus en plus discret parce qu'il essaye de reprendre l'exemple du Bitcoin où Satoshi Nakamoto n'est pas connu, ne parle pas et donc ne peut pas influencer le projet. Ah oui, donc il essaie de faire comme Satoshi. C'est ça. Et exister le moins possible, en gros. En tout cas, ne pas focaliser l'attention. En tout cas, autant qu'il peut, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est l'anti-Elon Musk, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui. Mais après, il participe à beaucoup de conférences très techniques, mais vous ne le verrez pas à la tribune d'événements très, très grands publics. Qu'est-ce qui, dans cette conférence qui se poursuit et qui continue de placer Paris au cœur de l'écosystème mondial, Let's Ici, dans le 5e arrondissement, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Alors, il y a beaucoup de choses très très techniques, mais je vais épargner ça à nos auditeurs et téléspectateurs. Mais il y a une initiative, un service qui a été présenté par Mon Pèlerin, qui est une start-up suisse qu'on connaît très bien de chez The Big Whale. On traite souvent son actualité, qui a présenté un IBAN qui serait relié, un IBAN bancaire, donc qui serait relié à un wallet crypto. Donc en gros, pour simplifier, imaginez une néobanque type Revolut ou N26. Et sur lequel, en fait, vous seriez le seul à assurer la conservation des fonds, où personne ne pourrait prendre vos fonds. Par exemple, sur Revolut, c'est un compte bancaire classique, on peut prendre vos fonds dessus. C'est pas vous qui êtes souverain sur ce compte-là. Et bien là, en utilisant juste des IBAN et la technologie crypto, un wallet, en fait, en dessous, vous êtes le seul à gérer cette infrastructure. Et on peut parler de compte universel qui permet de jongler, mais sans friction, entre le monde euro et le monde crypto. C'est vraiment assez saisissant. Je comprends pas. En fait, c'est un compte bancaire, mais que personne d'autre que moi ne peut gérer. Exactement. La banque n'a aucune... C'est parce qu'en fait, en sous-couche, il y a des cryptos. Et vous n'êtes pas vraiment obligé de le savoir. Si vous voulez, vous pouvez, sur ce compte-là, m'envoyer des euros. Mais une fois qu'ils arrivent sur mon IBAN, mes euros, ils sont automatiquement convertis dans la crypto-monnaie de mon choix. Oui. Je conseille aux gens plutôt de mettre un stablecoin plutôt qu'un bitcoin. C'est quand même mieux. Donc ça reste stable. Et en fait, quand vous voulez le dépenser en crypto, vous faites une transaction crypto de base. Mais si vous voulez faire un virement en euros à quelqu'un, vous allez enclencher la transaction et il va y avoir une conversion automatique en euros. Et ça permet de jongler sans friction entre les deux. C'est quoi l'intérêt concret, à part s'amuser ? Non mais je comprends, vous êtes très geek, c'est votre truc, mais voilà, concrètement, ça va apporter quoi à l'humanité ? C'est d'être souverain sur ses ressources financières. D'accord. Il y a plein de gens qui ne font pas forcément confiance aux banques, qui préfèrent avoir une liberté totale sur leur patrimoine. Eh bien, ce genre de service se prête à eux. Et c'est Mon Pèlerin, donc qui lance, qui teste ou qui lance ? Alors, il lance cet été auprès d'1 millier de personnes. Et une carte de paiement devra arriver aussi d'ici la fin de l'année. Donc, on devrait avoir une panoplie en fait totale pour vivre l'expérience self-custody. Donc, en fait, ça veut dire tout simplement gérer soi-même son patrimoine. On peut en dire un peu plus sur Mon Pèlerin, que l'écosystème connaît, mais peut-être pas au-delà. Alors, Mon Pèlerin, en fait, ils sont assez connus pour déjà proposer des frais relativement modiques, mais surtout
pour avoir des relations bancaires assez fortes avec des banques suisses. Donc en fait, beaucoup de personnes utilisent Mon Pèlerin, notamment pour cash out, c'est-à-dire pour vendre des plus-values crypto qu'on imagine importantes et qu'elles arrivent sur un compte en banque traditionnel sans problème. Vous le savez, il y a plein de gens qui se font fermer leur compte en banque quand ils se retrouvent dans cette situation-là. Mon Pèlerin, en fait, a noué plein de partenariats avec plein de banques, donc qui connaissent maintenant bien la crypto et chez qui on peut aller donc pour encaisser des plus-values. Grégory Raymond est cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale avec Raphaël Bloch. Merci Grégory d'être passé nous voir. Merci Guillaume pour cette année. Oui, toute la saison encore ensemble. Voilà, toujours un vrai plaisir. On vous retrouvera à la rentrée. Pour la suite de nos aventures dans cet écosystème crypto, on remercie aussi Rémi, qu'on retrouvera aussi avec beaucoup de plaisir. Merci Rémi, à la rentrée, économiste et chercheur associé à l'IRIS, le jeudi régulièrement avec nous, ainsi que Grégory Raymond.